que vous voulez nous dire, commencer peut-être justement par le résultat exact de ces élections? Vous avez remporté 2 sièges, je crois, sur Moscou, enfin sur la liste. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément, en tout cas, actuellement, maintenant, vous êtes conseiller consulaire, ça c'est acquis. En fait, il faut s'imaginer, donc il faut comparer ça à une élection municipale. D'accord. Et il faut imaginer que vous avez un gros bourg de 3000 habitants qui s'étend sur un fuseau horaire de la Biélorussie à la Russie Alors, et qui ont voté. Alors la participation a été faible, comme de plus en plus en France. Ça doit faire autour de 15 je crois. Et donc on a eu en gros 500 votants, quelque chose comme ça, un peu plus de 500. ouais. Et donc nous, comme c'est une proportionnelle au premier tour, nous avons eu finalement 2 élus. Ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il y avait 3 listes, on aurait 3 élus. Ouais, chacun a dit, ouais. Chaque tête de liste serait élue et finalement, nous, on a fait un score remarquable, il faut le dire. On a fait une très belle campagne. Ça aussi, je suis le seul qui soit allé à la fois à Saint-Pétersbourg, à Minsk. On avait fait aussi un démarrage de campagne à Moscou qui a eu beaucoup de succès. Et puis j'ai pu bénéficier. J'avais un peu peur, ce que j'avais appelé le syndrome Asselineau, c'est-à-dire que quand j'avais participé à une émission avec lui, après on était allé boire un café et là, les gens s'arrêtaient pour le saluer, et cetera et il leur demandait: «Est-ce que vous avez voté pour moi?» «Bah non, on a voté RN, on a voté Marine Le Pen», et cetera, et cetera. Mmh. Et voilà, c'est mon problème, c'est que les gens adorent m'écouter, mais finalement, au moment de voter, la loi des partis, des gros partis, le vote soi-disant utile, Mmh. l'a emporté. Et d'autant plus que moi, donc en face de moi, j'avais une liste locale, Ouais, qui était dirigée par Franche Ferré, c'est-à-dire qui capitalisait sur son bilan, qui était pas ouais. mal. Je veux dire, moi, j'ai parlé avec les gens. Ma liste était politique, en fait, hein, on va dire par principe. Et lui avait fait du bon boulot pendant 5 ans, et donc en fait, il était réélu, pour ça, juste derrière moi. Et l'autre liste, qui était également sortante, qui avait été arrivée en tête, il y a 5 ans, était parrainée par le RN. Il y a des gens très bien sur cette liste aussi. Moi, je leur avais dit: «Vous avez tort de vous faire parrainer par le RN. Le RN paye, les bombes, enfin vote pour les livraisons d'armes, pour, les sanctions contre la Russie. Ils applaudissent Zelensky quand il appelle les sociétés françaises en les nommant, hein, si vous vous souvenez, en les nommant, en mars 2022, en nommant les sociétés françaises, pour qu'elles quittent, la Russie, les sociétés françaises qui employaient des Français quand même. Mais malgré tout, ils se sont mis sous cette étiquette d'un parti qui, pour moi, est russophobe, hein, en tout cas dans ses déclarations, même si effectivement à l'intérieur du parti, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, le résultat était là, il a été lourdement sanctionné. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, contre toute attente, on a 2 élus, dont moi, qui serait donc non seulement conseiller des Français de l'étranger, conseiller consulaire, Oui. mais président du conseil consulaire, puisque les élus vont voter pour en gros le maire de la ville. Donc, D'accord. et donc le vote aura lieu bientôt. Et donc, comme nous on a deux contre un, a priori c'est moi qui serai élu. Donc voilà un peu la situation. Et puis, les conséquences, on peut en parler. C'est notamment le fait que désormais, je suis le premier élu de la République sous sanction. Et ben Voilà. alors voilà, c'est ça. Et Parce que donc c'est un conseiller consulaire et un président, donc a fortiori, quels sont les rapports que vous entretenez avec la République française, justement? alors nous, on travaille avec l'ambassade, donc avec le Ouais. ministère des Affaires étrangères. C'est ça qui est drôle, c'est que Ah bah mon oui, avec mon attaché de Barrot. presse Jean-Noël Barrot, sans lequel je ne serais pas là en ce moment, est aussi mon ministre de tutelle. Donc, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Et surtout, donc il y a des missions qui sont très concrètes sur le terrain. J'ai pris des engagements que j'ai déjà commencé à tenir, notamment pour maintenir ouverte la médiathèque de Minsk. C'était un des gros soucis des habitants de Minsk. Donc ça, mon troisième de liste est déjà en train de travailler là-dessus. On va voir identifier exactement le problème. Et puis, il y a pas mal de choses que je voudrais faire également dans notre circonscription. Et je participerai au vote
des sénateurs. Je suis grand électeur de sénateurs. Donc, qui auront lieu, les sénatoriales, qui auront, pour 6 sénateurs des Français à l'étranger, qui auront lieu au mois de septembre, fin septembre. Voilà. Et j'en profiterai pour revenir en France, a priori, et faire une grande tournée de conférences, sanction ou pas sanction. Et Ah, donc voilà. Donc ma liste était éminemment politique. Je vais pas le cacher, mais je vais quand même m'occuper désormais de mes administrés. Et puis c'est le premier pas vers d'autres investissements dans la vie politique nationale française. D'autant plus que j'ai reçu énormément de félicitations de toute la France, de gens qui en ont ras-le-bol. Et je pense que les circonstances sont telles en France qu'il y a moyen de faire sortir des forces politiques alternatives. Et il y a déjà le mouvement souverainiste qui est largement représenté avec, je viens de citer François Asselineau et Florian Philippot. On est en plus dans une année d'élection, dans un cycle d'élections. On va avoir, là j'ai dit les sénatoriales, il y a les présidentielles qui arrivent, qui seront suivies ensuite d'élections législatives. Ce qui veut dire qu'on va avoir tout ce qui va se passer en 2026-2027 va résonner d'autant plus fort. Donc on est en train de mettre au point notre stratégie. J'en dirai pas plus aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je pense qu'on aura quelques annonces intéressantes ah oui. à faire. Voilà. Donc on est en train d'y travailler. On a bien l'intention de s'investir davantage dans la vie politique française, la vie politique nationale. Quand vous dites nous, c'est qui? Ce sont des Français qui vivent justement en Russie, en Biélorussie? Exactement. Bah, les gens, vous les regardez, ils sont sur ma liste, hein, Ouais. et puis, mais également d'autres personnes. Pour l'instant, je suis assez discret. Et puis, faut être prudent parce qu'encore une fois, on est dans un état où il y a pas la France n'est plus un état de droit, malheureusement. La République française n'est pas un état de droit. Donc, on veut faire courir le risque à un minimum de personnes. Donc on est prudent. Mais voilà, ça ne fait que commencer. C'est ce que je peux dire. C'est un début et non la. Et alors, on a vu d'ailleurs sur les chaînes d'infos principales, enfin même les principales chaînes de télévision russes, Fabrice Sorlin qui était honoré par Vladimir Poutine, reçu par Poutine au titre des familles nombreuses. Et je crois que Fabrice Sorlin est aussi, bon, vous le connaissez bien, vous travaillez avec lui entre autres sur Bah, il est sur ma Divergence, liste. et il était sur votre C'était mon liste. 5e de liste. C'est ça. 5e de liste. Mm. Je suis le parrain d'une de ses petites filles. Oui, je suis vraiment très heureux pour lui, et pour Isabelle, et surtout pour Isabelle, qui est une femme d'un courage extraordinaire, que je connais bien, et qui a aussi eu à subir toutes les difficultés de venir vivre en Russie dans des codes qui sont différents. Et déjà, donc ça a été une excellente nouvelle. Et puis, je pense que le geste extrêmement important, c'est de montrer qu'au moment où on détruit la famille traditionnelle en France, en Russie, on la célèbre. Même si la Russie, comme la France d'ailleurs, a des problèmes démographiques, qu'elle tente, et je pense qu'elle est en train de résoudre avec succès, parce qu'elle cherche, et surtout elle a compris le fond du problème. Le fond du problème, en fait, ce sont les valeurs. Et notamment pour un pays comme la Russie, les valeurs chrétiennes. Parce qu'en fait, on voit très bien, par exemple, la Pologne, et je le regrette beaucoup. La Pologne, l'avortement est interdit. Vu de l'extérieur, on croirait que c'est un pays extrêmement conservateur, mais ils font pas d'enfants. Ils ont une situation démographique qui est une des plus graves en Europe, et c'est très triste, et d'autant plus que la gauche est en train de pousser. J'ai un de mes amis qui m'envoyait un défilé d'une Gay Pride dans en plus, même pas à Varsovie, hein, une ville moyenne dans laquelle il habite. Donc en fait, on s'aperçoit que s'il n'y a pas de défense des valeurs traditionnelles, en France, il y a une religion fondatrice, ça s'appelle le catholicisme. J'aime beaucoup d'ailleurs cette notion que j'aimerais bien étendre en France, qu'on trouve en Russie, c'est-à-dire que la Russie est un pays multiconfessionnel. Je pense que la France Ouais. est un pays multiconfessionnel. Et ça ne doit Il pas est être un pays, devenu. surtout dans les termes utilisés, ce que ça signifie, c'est-à-dire la laïcité, qui est en fait un athéisme militant anticatholique. Et bien, je pense que la France doit être un pays multiconfessionnel, mais il y a une religion fondatrice. Ça fait 1500 ans qu'on existe, et c'est le catholicisme. Et même, Mhm. évidemment, le fait d'être catholique ou pas,
ou musulman, c'est un rapport avec Dieu, en fait. C'est pas, encore une fois, on va pas imposer la religion catholique. Mais en revanche, il y a une réalité, c'est que si nous sommes devenus au XVIIIe siècle, qui a été l'apogée de notre puissance, eh bien, cette puissance, le peuple le plus nombreux, le plus courageux, le plus travailleur, etc., etc., c'est parce que, eh bien, il y avait un peuple fondateur qui était une ethnie fondatrice qui était un mix de migration européenne et une religion fondatrice qui n'a pas changé jusqu'à la deuxième moitié du XVIe siècle, pardon, qui était la religion catholique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter, et que donc réfléchir sur ce fait que c'est ça qui a fait ce que nous sommes, de bon. Je voyais ça, il y a des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, français de Russie, qui viennent de monter un club qui s'appelle La Bagarre. Ils se retrouvent, ils m'ont invité, alors pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais qui se retrouvent tous les samedis pour faire de la boxe. Ensemble. Donc, c'est ça aussi qui est important par rapport à mon vote. Donc, vous aviez, parce que vous avez donc une liste locale, et vous avez une liste donc, qui était la mienne, qui était une liste politique. Mais quand on regarde la sociologie des gens qui votent, les gens qui viennent en Russie, c'est pour ça. C'est ceux qui viennent pour être français, plus, parce qu'ils n'arrivent plus à être français en France. Et donc, que fait un Français? Eh bien, il entreprend, il travaille dur, il se marie, il élève des enfants, et quand il a un peu de temps, il va se battre et boire un coup avec ses copains. Donc c'est ça en fait ce que LFI veut interdire en France, par exemple. Donc il y a, je dirais qu'il y a il faut revenir en France sur ce qu'est sur ce qu'est réellement la France. C'est d'ailleurs également le sens du bouquin de Nicolas Mirkovitch. Qui Oui. d'ailleurs m'a fait plaisir de présenter son livre lors de mon meeting de lancement de campagne fin avril. Donc en fait, c'est cette idée-là, et c'est ce qui est possible en Russie. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs, hein, finalement, pour être français, vraiment, et être apprécié en tant que tel, parce que les Russes aiment les Français tels qu'ils les imaginent, positivement, extrêmement positivement, eh bien, il faut venir dans un autre pays. Donc imaginez si jamais on mettait en place, je dirais, un modèle économique, un modèle social comme celui que l'on observe en Russie, mais la France devient la première puissance européenne hors Russie en 10 ans. C'est évident. Et surtout, en plus, on a cette richesse, notamment, c'est aussi ces familles nombreuses françaises que je ne vois nulle part. Par exemple, les seules familles de 10 enfants que je vois en Russie, c'est les familles des prêtres orthodoxes, qui, eux, font beaucoup d'enfants. Mais sinon, alors, cela dit, c'est en train de changer. Je peux vous dire que dans mon quartier, maintenant, la norme, Poutine avait dit la norme était 3, la norme, ça doit être 3. 3 enfants, c'est courant. Et maintenant, on est passé même à 4. Une des amies de ma femme vient de lui annoncer qu'elle attendait le 5e. Voilà. Et petit à petit, on est de plus en plus nombreux à être des familles nombreuses. Alors, pas autant que Fabrice. Je me suis arrêté à la moitié. Mais ce que je veux dire, ça, c'est quand même, c'est le fruit de notre civilisation chrétienne française, en fait. C'est la famille nombreuse. C'est quelque chose que beaucoup de mes amis catholiques dans d'autres pays nous envient. C'est le fait qu'on conserve cette puissance de vie, et que finalement, au grand désarroi de Jean-Luc Mélenchon, le grand remplacement, c'est nous. Hein. Et ça, je pense que ça fera la différence petit à petit. Les nouvelles générations qui vont arriver, puisque malheureusement, la gauche française est une puissance de mort. Elle tue les enfants dans le ventre de leur maman. Elle détruit la famille traditionnelle. Elle dégénère. Elle abrutit par des idéologies absurdes les enfants dès le plus jeune âge dans les écoles, qu'elle contrôle. Donc ça marchera pas, en fait. Donc tôt ou tard, finalement, la nature fera que ce sont ces grandes familles nombreuses qui fourniront, parce qu'en plus, non seulement il y a beaucoup d'enfants, mais ils sont élevés. Ce sont ces grandes familles nombreuses qui fourniront l'élite de la nation, et qui la reconstruiront. Et la gauche, culture de mort, n'y pourra rien, en fait. La réalité, c'est ça. C'est pour ça, si vous voulez, si vous regardez le plus important ministère pour la gauche française, c'est l'éducation. Parce qu'ils ne font pas d'enfants, et ils veulent quand même des gens pour les servir dans la jeunesse. Donc, ils comptaient sur les vagues de migrants, mais finalement, comme on l'a vu à la sortie du PSG, ils ne contrôlent rien. Et puis, pour l'instant, c'est un échec complet, et ils n'arriveront pas à en faire les cadres de la nation de demain. J'ai été très déçu, on avait parlé, monsieur Bayo Bayamoko,
à Saint-Denis, j'avais bien aimé la manière dont il avait répondu aux attaques sous la ceinture qui lui avaient été faites. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il fait, c'est une manif antiraciste. Donc, C'est en fait, ça. il est nul. Il est aussi nul que les autres, quoi. Et donc, en fait, c'est pas de là qu'il produit. Mais il est père de 4 enfants. Mais c'est pas là que viendra, je dirais, le renouveau. Le renouveau, il viendra du peuple français, voilà, qui admet que la France, effectivement, est un pays qui s'est construit avec un peuple fondateur et une religion fondatrice. Et c'est ce dont je viens de parler. Et Donc, ça reste une minorité aujourd'hui. c'est pas grave. C'est pas grave, à terme, c'est une minorité qui grandit, si vous voulez. Et vous avez un Fabrice Sorlin et une Isabelle Sorlin, ils ont fait 10 enfants. Donc, à côté de ça, vous avez le couple gauchiste, en admettant même qu'il ne soit pas homosexuel, donc qu'il puisse avoir des enfants, ils n'en font pas 10. Et donc, voilà, donc la réalité, c'est ça, oui, il faut se projeter dans le temps long. On a 1500 ans d'histoire. Moi, je suis très admiratif d'ailleurs de la Chine, de l'Iran, on en a beaucoup parlé, de ces grands pays qui ont une histoire millénaire, mais nous avons une histoire millénaire. Nous sommes la plus vieille nation d'Europe, née du baptême de Clovis. Nous sommes encore une plus vieille nation que la Russie, qui elle a plus de 1000 ans d'histoire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se redresser. On va passer par des moments extrêmement difficiles, mais la puissance de vie que représentent les forces conservatrices en France, cette puissance de natalité, je dirais, finira par l'emporter quoi qu'il arrive. Alors évidemment, la gauche ne se laissera pas chasser comme ça. Elle n'hésite pas à tuer, hein. On l'a vu dans l'histoire. Ça a commencé par ça, d'ailleurs, la terreur. La terreur, c'est l'acte fondateur de la gauche française par excellence. C'est ce que j'explique dans mon livre. Mais cela dit, ils n'y peuvent rien. Ils sont une puissance de mort. C'est la guerre. La gauche française, c'est la guerre. On le voit avec l'Ukraine. Donc, leur obsession et leur fanatisme les font soutenir une guerre qui est perdue d'avance, parce que le spectateur lambda de LCI croit que l'Ukraine ait un jour eu la chance de gagner la guerre. Évidemment, avec le matraquage qu'il subit, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je pense que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on sait pertinemment que la guerre est perdue. Et on est tellement à un niveau de russophobie élevé que finalement, tout ce qu'on dit à l'Ukraine, on dit à Zelensky, continuez la guerre quoi qu'il arrive, même si votre pays est détruit, on va vous donner de l'argent, mais surtout n'arrêtez pas. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment c'est l'idéologie. Il faut aussi se souvenir, l'histoire de la gauche française commence par une guerre impérialiste idéologique. Avril 1793, 92, pardon, c'est Brissot qui déclare la guerre au roi de Bohême. Donc, il déclare la guerre aux Autrichiens, qui met l'Europe. C'est le début d'une guerre qui va jusqu'en 1815, qui va mettre l'Europe à feu et à sang, et qui va déclencher le déclin de la France. Malgré toute la grandeur des batailles napoléoniennes, la réalité, c'est que en 1814-1815, c'est la fin de notre apogée. Voilà. Ce à quoi va amener la monarchie et surtout ce peuple fondateur et cette religion fondatrice qui a été le catholicisme et qui va être persécuté et qui l'est encore aujourd'hui par les régimes successifs, à de rares exceptions. Donc on est dans une période charnière et les puissances de vie vont l'emporter, c'est sûr, c'est certain. Et comment ça va se passer, la confrontation entre j'ai envie de dire, les enfants de Fabrice Sorlin d'un côté, et puis toute cette racaille qu'on a vu piller, se déverser dans Paris, justement, c'est ce que vous citez le soir de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Je pense qu'à terme, il y aura un affrontement très très dur entre les forces de l'ordre, la police, peut-être même l'armée. Je voyais les commentaires de ce qui s'est passé, pourquoi l'armée n'y va pas. Ils ont des espèces de feux d'artifice là qui tirent sur les armes de jet. Donc c'est à l'État de faire respecter l'ordre. La question, c'est qui viendra
à la tête de l'État quand, effectivement les circonstances particulières auront lieu, qui sera choisi finalement par les Français, y compris ceux d'ailleurs issus de l'immigration, parce que je pense que les pères de famille, a priori, normalement, un père de famille comme Bayo Bayamoko, père de 4 enfants, il a les mêmes problèmes que moi. Et c'est-à-dire, ces problèmes, c'est les problèmes de ses enfants. Comment les faire vivre, le niveau de l'enseignement scolaire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a des difficultés, qu'il va falloir aider, etc. etc. Donc normalement, ces gens-là, ils n'ont pas envie de voir des sauvages tout ravager. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on imagine, à un moment, il y aura un sursaut conservateur. Et ce sur quoi joue notamment quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire le réflexe comment dire, j'allais dire identitaire, de la part des populations immigrées ne jouera Mmh. plus. Et finalement, celui qui tiendra un discours en disant l'immigration est une catastrophe pour la France, ça marche pas du tout, mais ça peut pas continuer comme ça, donc il va falloir prendre des mesures extrêmement dures, tripler le nombre de places de prison, être dans de la tolérance zéro, mais je pense qu'il y aura une large majorité de Français, y compris des familles issues de l'immigration, qui seront d'accord avec ça. Je n'en doute pas. Mais pour ça, il faut une nouvelle élite. Je dirais même pas nouvelle, parce qu'il n'y a pas d'élite aujourd'hui en France. Il y a une classe dirigeante, il n'y a pas d'élite. Donc il faut créer une élite, remettre les choses qui étaient positives je dirais, dans l'idée révolutionnaire initiale, notamment chez Condorcet, c'est-à-dire l'élitisme. Je le répète souvent, ce que disait Condorcet, l'excellence est la forme suprême de l'égalité. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde, notamment les concours, il y a plein de moyens de contourner le système de sélection en France. C'est émis par une espèce de pseudo-aristocratie gauchiste qui veut que ses enfants également aient accès aux meilleurs postes. Donc en fait, l'exigence n'est plus la même. On peut arriver en contournant, en arrivant en dernière année. J'ai vu que maintenant, pour Saint-Cyr, par exemple, vous pouvez arriver en dernière année par un espèce de système. Donc, il faut revenir à la sélection, il faut revenir à l'élitisme, mais un élitisme qui soit fait sur la compétence et qui donne la possibilité à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou raciale, d'avoir accès au poste, et pas parce que vous êtes un enfant de gauchiste. Voilà. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que on en avait parlé également avec ce qui s'était passé avec Quentin sur la composition sociale des antifas, par exemple. C'est celle des sans-culottes, c'est-à-dire ce sont des bourgeois. Et c'est eux, en fait, qui confisquent le système politique. C'est eux qu'on voit également, c'est ce qu'on a vu avec Delphine Ernotte et sa clique au moment du rapport à l'oncle sur l'audiovisuel Mmh. public. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une hyperclasse gauchiste qui ne travaille pas, qui ne sait rien faire, et qui est payée des sommes extraordinaires, qui cumule les boulots payés par l'État. Et ça, c'est rédhibitoire. De la même manière que on a créé à Bruxelles toute une clique de gens qui sont prêts à tuer pour l'Union européenne, parce qu'ils ne retrouveront jamais un boulot à 8 000 € par mois, étant donné leur niveau. Et c'est-à-dire que soit ils font de la politique, soit ils vont servir des cafés chez McDo. Et je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, avant de vous payer un salaire de 8 000 € par mois, il faut en signer des contrats. Il faut en faire tourner. Donc c'est énormément de travail. Donc tout ça doit disparaître, en fait. Il y a tout un système qui doit être créé, qui doit être fondé sur le mérite. Le mérite authentique, pas le mérite d'être un enfant de gauchiste. Et aujourd'hui, en France, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire, c'était la lutte des Gilets jaunes contre les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Et c'est le retour, en fait, d'une vraie classe moyenne, travailleuse, pieuse. Et là, notre pays, en 10 ans, se redresse. C'est une évidence. Il y a je dirais, la ressource humaine, elle existe. On n'a pas besoin d'être des dizaines de millions. Mais on doit être là, faire des enfants, être exemplaire, et les gens suivront. Bah, c'était déjà un petit peu l'espoir, de cette génération de la Manif pour tous, avec beaucoup, beaucoup de jeunes, mais ça n'a rien donné. Bah, Il le semblerait problème, même qu'à c'est l'époque, Poutine avait vu ça d'un bon œil. C'est ce qui avait été dit, en tout cas.
En fait, il y avait le confesseur de Poutine, le père Tikhon, qui était venu à Paris et qui avait dit, lui il était à la base très remonté contre la France à cause de la Révolution, qui a généré le bolchevisme, et on peut même considérer le national-socialisme, hein, ces idéologies très, très proches de la violence révolutionnaire. D'ailleurs, Hitler cite Robespierre et Danton dans Mein Kampf en regrettant que, quitte à avoir la gauche au pouvoir, si au moins au lieu d'avoir Stresemann, ça avait été Robespierre et Danton, ça aurait été mieux. Donc en fait, on a donc à l'origine le père Tikhon nous en voulait un peu à la France à cause de la Révolution et des malheurs qu'elle a provoqués dans le monde entier. Mais là, il a dit quand même, c'est incroyable, ça n'arriverait. Et d'ailleurs, tous les conservateurs russes étaient impressionnés hein, par la ferveur. Le problème, et là aussi, c'est que le système a réussi à bien canaliser le mouvement en le dépolitisant. Et parce que le mouvement était dirigé par des bourgeois. Je suis désolé, j'aime beaucoup les gens qui ont apparu au moment de la manif pour tous, mais finalement, c'est comme les gilets jaunes. C'est-à-dire que ceux qui sont apparus avec ce mouvement sont impotents, impuissants, parce qu'il faut faire de la politique. Et surtout, à un moment, il faut pacifiquement marquer une rupture. Et il y a eu cette occasion, puisque moi, j'étais à ce moment-là, j'ai fait plusieurs manifestations de la Manif pour tous. Il fallait rester devant les Invalides. On était au printemps, si je me souviens bien, ou printemps. Il fallait rester et ne pas se disperser. Et là, les flics sont arrivés et ils ont dit il suffisait juste d'être assis. Ils avaient des centaines de milliers de personnes assises. C'était une marée humaine considérable. C'était une marée humaine, ils ne pouvaient rien faire. Et là, on aurait fait du Gandhi, c'est-à-dire de la non-violence, mais notre détermination. Et le mouvement a été dépolitisé. Et ça a été une bêtise sans nom, je le dis honnêtement. Et de la même manière que l'archevêché derrière, hein, aussi. Il y avait l'église de France. Mais c'est pas à l'église de nous dire de Ah faire bah non. politique. L'église, elle est là. L'église, elle est là pour. Oui, mais elle avait noyauté la tête du mouvement. Oui, mais enfin, non, moi, j'en veux pas à l'église. En plus, vous avez vu ce qui est en train de se passer avec le secret de la confession, c'est-à-dire qu'il y a encore des bêtes sauvages qui dirigent notre pays, qui sont très influents et qui n'ont rien d'autre à faire en ce moment très grave pour notre nation que de nouveau s'en prendre aux catholiques. Finalement, de ce qui reste de la Révolution, c'est ça. C'est la haine du catholicisme, la haine de Dieu. Ah oui. Et il continue. Donc, moi, l'Église catholique de France, elle est en danger permanent contre ces sauvages. Donc, il faut être prudent. Donc, je ne vais pas lui demander de faire de la politique. La politique, je vais la faire. Mais elle collabore. Là, je vais prochainement faire une émission avec Alain Escada, où la nuit blanche, Barbara Butch va négocier avec l'archevêché et il y aura des festivités. On imagine les festivités avec Barbara Butch, hein, qui était lors des cérémonies des JO et qui donc va faire des festivités dans plusieurs églises. Avec la collaboration de l'archevêché. Ça sera le 6 juin. Ben non, mais enfin, on va voir ce que ça va donner. Mais après, c'est les catholiques. Et là aussi, encore une fois, les catholiques ont les moyens de protester en priant, en se rassemblant contre des choses comme ça. Mais je vais pas attaquer l'Église de France d'un morceau. Déjà, elle est diverse. Effectivement, il y a malheureusement il y a des éléments très progressistes à l'intérieur de cette église. Mais globalement, si vous voulez, on a le droit à tous les sacrements, on a le droit de recevoir les sacrements, on a des messes. Donc voilà, je pense qu'il faut l'aménager. Et encore une fois, elle est sous la menace permanente du régime. Donc je vais être plutôt une voix plaisante là-dessus. En revanche, nous, on doit faire de la politique. Moi, honnêtement, je n'en veux pas à l'Église sur la manière dont s'est terminée la manif pour tous. Mais à la limite, je peux m'en vouloir à moi aussi. Pourquoi j'ai pas essayé d'être actif sur le plan politique pour dire aux gens non, on ne quitte pas la place des Invalides, on y reste, on est assis, on ne bouge pas tant que cette loi inique peut être prise.
Et voilà. Mmh. Mais à un moment ou à un autre, on affrontera le régime, c'est certain. Les gens me disent, mais est-ce que si tu rentres en France, est-ce que tu risques pas d'aller en prison? Ben, je sais pas. Et aujourd'hui, la France, c'est ça. Mais peut-être qu'il faut qu'il y en ait parmi nous qui aillent en prison pour que les Français se réveillent et se rendent compte du régime dans lequel ils vivent, qui est le contraire même de l'état de droit, que l'Union européenne est une dictature, une tyrannie. Je pense que voilà, ce qu'on a aujourd'hui, on a une grande chance, c'est que on a les réseaux sociaux. Donc, le sacrifice de quelqu'un ne sera pas inutile. Il ne sera pas discret, il ne pourra pas être maintenu discrètement. Même Solzhenitsyn était alors qu'à l'époque, il n'avait pas de chaîne YouTube. Solzhenitsyn inquiétait tellement le régime soviétique qu'ils ont fini par l'expulser, le chasser de chez lui, alors qu'il ne demandait pas, hein, il demandait pas à immigrer, Yeltsin. Et donc ça veut dire, imaginez que si on était quelques dizaines de Solzhenitsyn qui commencent à être prêts à aller jusqu'au bout pacifiquement, mais en disant la vérité, cette puissance qu'a la vérité, mais vous verrez le résultat, ça va être exceptionnel. Donc voilà. On sait qu'il y a des forces, qui comptent en France. Vous parliez de la Manif pour tous. C'est les gens qui étaient à la Manif pour tous. Les enfants maintenant sont en âge d'avoir des enfants eux-mêmes. Et donc en fait, tout ça, c'est cette puissance de vie. Le régime n'y peut rien. Voilà, à moins de tous nous tuer. C'est peut-être qu'il y pense de temps en temps. C'est peut-être le sens du vaccin. Mais ils pourront rien y faire contre ça, contre cette puissance. En revanche, mais ils vont être violents. Et ça, c'est quelque chose nous, on doit intégrer. Nous qui sommes des militants, c'est qu'en face, on va avoir un régime aux abois, des gens stupides qui sont à la tête de la plupart des grands partis, qui savent très bien qu'en dehors de ce régime, ils vont perdre le statut social, financier, parce qu'ils sont incapables de rien. Et là, pour ça, ils sont prêts à tuer. Ça, il faut vraiment l'intégrer, parce que sinon, on va être surpris encore. Non, il faut se rendre compte que le combat qu'on va devoir mener pour redresser notre pays dans les années qui viennent, ça va être du lourd, comme disent les jeunes. Donc vous êtes dans une stratégie quand même qui est celle, même si vous parlez de non-violence, qui est quand même une stratégie de la confrontation avec le pouvoir en Ah place. oui. Ah oui, ah oui, tout à fait. Ah bah, Gandhi était non violent, mais il a mis les Anglais dehors, hein. Donc c'est la de toute manière, c'est eux qui cherchent. Regardez mon attaché de presse, Jean-Noël Barrot. Il m'a donné une stature que je n'avais pas avant, parce que et des réactions comme ça, hystériques et stupides, contre-productives même pour eux, on va en avoir davantage. Et c'est pas du genre à se dire: «Ah zut, j'ai fait une erreur, je vais faire autrement». Je pense que quelqu'un comme Jean-Noël Barrot, qui a, je pense, de graves problèmes personnels, va plutôt, au contraire, vouloir passer à l'étape supérieure, plus violente. L'Union européenne aussi, vous avez des gens comme Kaja Kallas, comme notamment toute cette clique de Baltes qu'on voit, je ne sais plus comment il s'appelle, Mitilus, là, Mmh. le commissaire à la défense, c'est un Lituanien, j'oublie toujours son nom, mais en plus, on s'en fiche. On ne connaît même pas le nom d'ailleurs des gens qui nous dirigent, c'est ça qui est incroyable. Kaja Kallas, je la connais parce que c'est elle qui a signé les sanctions contre moi, puis elle est tellement bête qu'elle elle fait des déclarations stupides à peu près une fois par semaine et qui font rire tout le monde en Russie. Mais donc tous ces gens-là, en fait, sans l'Union européenne, sans Nicolas qui paye, Helmut qui paye ou Giuseppe qui paye, ils ne sont rien. Et pour cela, ils vont tuer. Il faut bien se rendre compte. Il y a ces gens-là, ces gens stupides tueront pour conserver leur position, seront d'une violence inouïe. Donc, il faut l'intégrer. Et mais en même temps, ça ne doit pas nous faire baisser les bras. Il faut, avancer, et les circonstances, je pense, vont le permettre. Il y a plusieurs choses qui vont le permettre. Il y a une remise en cause du système international. Jusqu'à présent, les Français vivaient dans un pays où ils s'imaginaient qu'il était un des plus riches du monde, qu'on était encore le centre du monde. D'ailleurs, cette arrogance voltairienne qu'on voit dans les déclarations de Macron ou Jean-Noël Barrot ou de la plupart des dirigeants français se fonde sur une illusion, c'est qu'ils sont persuadés qu'on est encore au 19e siècle.
ou disons dans la première moitié, la bonne première moitié, au moins dans les années 60, dirons-nous. Mais on ne l'est plus. Et la défaite de Washington en Iran, j'écoutais ce que disait, je suis tout à fait d'accord, ce que disait notre ami François Martin juste avant, la défaite de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne maintenant qui combat en Ukraine, va avoir des répercussions. Les défaites militaires ont des répercussions politiques. 1905 en Russie, 1917, quoique 1917, l'armée russe est en train de gagner sur la ligne de front, c'est le paradoxe. Mais l'extrême pauvreté et la défaite militaire, c'est ce qui fait tomber les régimes. Regardez Napoléon III. Je ne parle même pas d'Adolf Hitler, mais je veux dire, la défaite militaire de l'Union européenne en Ukraine va avoir des conséquences politiques extrêmement vastes. Et ce sera à nous d'en profiter. Je pense que ce sera aussi des choses qui vont ouvrir les yeux des Français et ce sera à nous de jouer. Mais elle tarde à venir, cette victoire totale qui est attendue, en effet, parce que ce serait quelque chose dont l'Union européenne aurait beaucoup de mal à se remettre. La situation sur le terrain, même si elle est loin d'être désespérée pour la Russie, n'aboutit pas pour l'instant à une victoire totale. Je pense qu'il faut attendre le résultat de la campagne d'été, c'est ce que j'ai dit au début de cette année. Moi, je crois toujours que les combats peuvent s'arrêter cette année. Je pense qu'il y aura une trêve, mais ça va beaucoup dépendre de la campagne d'été. Vladimir Poutine a été, une fois de plus, extrêmement optimiste. Il a été interrogé après le forum économique eurasiatique. Il était à Astana, de mémoire, oui, c'était à Astana. Il avait rencontré le président kazakh juste avant. Et on lui a reposé la question, puisqu'il avait dit qu'il pensait que ce serait bien terminé. Il a dit, je ne peux pas vous dire quand exactement ça va se terminer, puisque les Européens sont toujours en train de fournir, et même les Américains sont toujours en train de fournir de l'armement, etc. Mais les rapports que j'ai sur le terrain me disent que la fin est proche. Donc je pense qu'effectivement, c'est le soldat russe, bien plus le soldat russe qui mettra fin à la guerre plutôt que les négociations. Et les négociations reprendront le jour où les Russes domineront totalement sur le terrain. Et moi qui fais ma carte militaire, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, maintenant ça fait plus d'un mois que lorsque je la tourne le jeudi, je la publie le vendredi, ça fait plus d'un mois, comme il y a un an, quand je la publie le vendredi, elle est déjà plus à jour, parce que l'armée russe a encore avancé. Et l'armée russe avance. Elle n'a jamais cessé d'avancer, contrairement à ce qui a été raconté par... là, actuellement, on nous explique que l'armée russe a des difficultés considérables sur le terrain. C'est du délire. Mais c'est pour ça que moi, depuis 2022, j'avais dit, je ne fais pas de considération sur les pertes de part et d'autre. De temps en temps, quand il y a un chiffre intéressant, je le donne en disant, mais faites attention, le chiffre vient de telle et telle analyse. Tiens, un tel a fait tel pronostic, sur les... Moi, je n'en fais pas. Je cite uniquement les rapports qu'on ne peut contester. Par exemple, quand il y a des échanges de corps, où en gros, il y a pour un 39 corps ukrainiens, il y a un corps russe qui est rendu. La puissance de feu. L'Ukraine n'a pas de bombes planantes comme la Russie, etc. Donc ça, c'est des rapports qui me laissent supposer qu'il y a bien plus de pertes du côté ukrainien qu'il y en a côté russe. Mais combien exactement, je ne sais pas. On le saura à la fin de la guerre. Donc pour moi, il y a des données qui ne peuvent pas être contestées. Et c'était mon idée de la carte militaire, c'est-à-dire je regarde d'une semaine sur l'autre qui a avancé et qui a reculé. C'est plus difficile à faire étant donné que la tactique a changé. Il y a beaucoup d'infiltration. Par exemple, les soi-disant reconquêtes qui avaient été annoncées par le régime de Kiev, que j'avais d'ailleurs validé sur ma carte. Je donne toujours la priorité au narratif kievien, à moins qu'il soit complètement absurde. Donc du mois de mars, en fait, se sont avérés complètement faux. C'était des groupes isolés qui prenaient des photos et en fait, les Russes les ont laminés. Donc ces opérations TikTok sont extrêmement coûteuses pour l'armée tano-kievienne et ne signifient pas que là, il y a une contre-offensive ukrainienne. La seule contre-offensive sérieuse que je vois pour l'instant, c'est le front ouest de Zaporozhye. Mais même là, les gains sont très limités. Et sur tout le reste de la ligne de front, l'armée ottano-kievienne se fait défoncer. La ville de Konstantinovka, qui est l'ultime ville
avant que les opérations sur Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les objectifs de 2022, soient lancées, c'est-à-dire, je pense, dans les semaines qui viennent. C'est une véritable catastrophe pour le régime de Kiev. Et donc, dire que la Russie n'avance pas, alors qu'elle est en train de faire tomber la ville, c'est tout simplement absurde. Mais je pense qu'il s'agit effectivement de justifier vis-à-vis des opinions publiques occidentales que Nicolas continue à payer pour une guerre qui est perdue d'avance, pour un régime hyper corrompu. C'est ça qui est... Parce que ça, effectivement, ça a fait du mal. S'il y a une chose qui a fait bien l'administration américaine, c'est de cesser de financer la guerre et de donner des armes gratuitement, au moins que les fait payer. Donc, ça ruine les supports de l'Ukraine, malheureusement la France, notamment. Mais c'est une chose qu'ils ont fait bien, c'est les opérations anticorruption, puisque le NABU, qui est le bureau de lutte contre la corruption, est contrôlé par le FBI. Donc ça c'est quelque chose qui a fait énormément de mal. L'interview par Tucker Carlson de Yulia Mendel, l'ancienne porte-parole de Zelensky, également a fait des ravages, notamment aux États-Unis, parce qu'on s'aperçoit finalement que tout ce que nous disons, notamment sur GPTV, que Zelensky est corrompu, que c'est un narcomane, qu'il est mythomane et c'est un sociopathe, en fait, on a sa porte-parole qui nous le dit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'était que, parce que Yulia Mendel, elle a quitté ses fonctions avant l'opération militaire spéciale. Mais déjà à l'époque, Zelensky, qui était en perte de vitesse, c'est ce que j'expliquais dans mon livre, Pourquoi la Russie a gagné. Zelensky veut déclencher les opérations militaires dans le Donbass pour l'épuration ethnique, parce que ça va mal au niveau intérieur. Il est dans les Pandora Papers à l'automne 2021, et la situation économique est catastrophique. Et donc, c'est pour ça qu'il décide de lancer les opérations contre le Donbass. Je vous renvoie au rapport de l'OSCE de la mi-février. Et donc tout ça, maintenant ça, c'est sorti. Donc, il faut faire des campagnes de désinformation massive, donc sur les soi-disant progressions. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que, par exemple, deux villes comme Pakrovsk et Myrnograd, qui ont été prises par les Russes de manière objective, depuis 6 mois. Il y a quelques groupes ukrainiens isolés qui permettaient de dire que le ministère de la Défense dit il ne s'est pas encore pris. Là, finalement, ça a été reconnu par l'ASW que c'était tombé. Donc, ça veut dire que normalement, pour la progression de l'armée russe du mois de mai, on va avoir un chiffre de kilomètres carrés, puisqu'ils adorent les kilomètres carrés. On va voir ce que va dire le bilan que va faire l'ASW pour le mois de mai. La Russie a dû, comme eux, ils n'avaient pas reconnu la perte de Myrnograd et de Pakrovsk, maintenant qu'ils l'ont reconnu, ça devrait avoir un impact significatif sur les kilomètres carrés qui ont été pris par la Russie. Ça va être intéressant de le voir. Et donc là, évidemment, ça a provoqué des dépressions sur les plateaux de télé, mais qui, de toute manière, de ce que je vois, en parle beaucoup moins. On parle beaucoup moins et je pense d'ailleurs que à l'arrivée de l'élection présidentielle française, la rentrée, ce sera au mois de septembre. Je crois qu'au mois de septembre, on va avoir quelques déclarations, même si, a priori, les candidats sont plus ou moins connus. On aura peut-être des surprises. Donc, effectivement, l'Ukraine va passer en second plan, même si, vous l'avez vu, c'est devenu le passage obligé pour tous les tocards de la vie politique française. Je ne comprends pas pourquoi Bardella n'y est toujours pas allé. De faire le pèlerinage à Kiev. Donc, on a vu le terroriste vendéen Retailleau. Voilà, comment il s'appelle, Edouard Philippe. Voilà, et puis on avait eu au mois de février c'est Gabriel Attal. Attal, Donc voilà, on attend de voir les autres défiler. C'est toujours un plaisir, mais c'est pas forcément un bon choix. Parce que si Zelensky tombe, parce que si jamais il y a une trêve, je pense que la trêve sera fatale à la dictature. En fait, toutes leurs analyses bidons sur la Russie, vous pouvez les exercer sur l'Ukraine, ça coche toutes les cases. Et il est vrai qu'encore une fois, la défaite militaire provoque des changements de régime. Et une trêve, si les Russes accordent une trêve, comme je l'avais évoqué sur GPTV, si les Russes accordent une trêve après avoir libéré le Donbass, à ce moment-là, c'est ce que demandent les Occidentaux, les Européens, notamment l'Union européenne. C'est une trêve sur la ligne de front. Donc les Russes vont dire, on a libéré le Donbass, c'était le but de 2022, donc maintenant on fait une trêve et on négocie sur le reste, c'est-à-dire
voilà. Et la trêve provoquera l'effondrement du régime de Zelensky. Et les dictatures ne tiennent pas à ce genre d'événements. Une trêve sur une position militaire défaillante et perdante, ça sera fatal. Et à ce moment-là, ceux qui auront fait la visite à Kiev auront l'air un peu idiots. Et la défaite de Zelensky, les atteindra incontestablement. Ouais. Mais alors, est-ce que la Russie est quand même pas ennuyée, agacée par ces frappes de drones dans la profondeur, les raffineries qui sont attaquées? Là, on apprend qu'il n'y aura pas de kérosène qui sortira de Russie dans les mois à venir pour stabiliser le marché. Il y a quand même cet impact des frappes des drones. Non, la Russie est en surcapacité de raffinage. C'est pas moi qui le dis, c'est Reuters. Et on avait eu le même numéro l'année dernière. Et à la fin, on avait fait les comptes en disant, finalement, la Russie produit le carburant dont elle a besoin. Encore une fois, la limitation de l'exportation des carburants, c'est pour empêcher les producteurs de carburant en Russie de privilégier le marché à l'export, ce qui provoquerait une inflation en Russie. Voilà, puisque les prix augmentent. Or, la décision de cesser les exportations de carburant, elle a été prise il y a déjà un peu plus d'un mois. Et pour l'instant, c'est pris jusqu'au 1er juillet. Et je pense que ce sera prolongé jusqu'au mois de septembre. Et c'est pas que d'ailleurs la guerre, c'est également les récoltes. Et c'est le moment où les Russes partent en vacances avec leurs voitures, etc. Donc il y a une grosse consommation de carburant. Mais la Russie a également interdit l'exportation d'engrais. Pareil, pour pas que les producteurs d'engrais privilégient le marché à l'export et que ça fasse monter les prix en Russie. Puisque aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, il y a une destruction il y a une limite dans la production des engrais azotés. Et les Ukrainiens ne bombardent pas les fabriques d'engrais. Donc ça veut dire que la raison, elle est autre. La raison, elle est globale. C'est le détroit d'Ormuz, c'est que tous les prix de carburant sont les prix du pétrole brut, du carburant et de tout ce qui est lié aux hydrocarbures. Je parle de l'engrais, mais les plastiques, les pneus, tout ce que vous voulez, tout ça va subir une inflation très importante et donc il va bénéficier in fine de la Russie. Le budget russe de cette année ne sera pas déficitaire. Là, on a encore un mois des réserves de pétrole stratégiques américaines qui sont au plus bas depuis 1983, je crois. On n'avait jamais vu ça. Et on en a encore pour jusqu'à mi-juin à peu près. À partir de mi-juin, si jamais il n'y a pas de solution en Iran, c'est une crise systémique massive, dont la Russie bénéficiera au début. Après, l'effondrement économique, tout le monde va payer, y compris la Russie. Mais si vous voulez, je pense que l'ultime stratégie de l'Union européenne, c'était que la Russie allait plier économiquement. Là, la Russie, elle ne plie pas économiquement. Elle vient d'ouvrir la plus grande usine au monde de production de polypropylène en Sibérie, près du fleuve Amour, dans un consortium sino-russe. Donc, elle continue à s'industrialiser, les infrastructures continuent à se développer partout. En bas de chez moi, ils sont en train de construire une bretelle pour éviter les embouteillages qui sont un gros problème à Moscou. Donc en fait, effectivement, ça serait mieux s'il n'y avait pas la guerre. Mais le problème de l'économie russe, c'est pas la guerre, c'est la surchauffe et qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. La surchauffe, Oui, c'est ça. Et la fin de la guerre ne changera rien à ça. De toute manière, il y a une armée d'1,5 million. Le but, c'est qu'elle reste à peu près à ce niveau-là. Donc, et puis, ces jeunes qui ont fait la guerre pendant 4 ans, ils n'auront pas forcément envie de retourner à l'usine. Donc, en fait, le problème de la Russie, c'est la robotisation. D'ailleurs, cette usine dont j'ai parlé dans mon dernier bulletin, près du fleuve Amour, dans la région de l'Amour, eh bien, il y a très peu d'employés. C'est ce qu'on appelle une usine sombre, une dark factory. C'est le modèle chinois. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on va régler la pénurie de main-d'œuvre. En faisant des enfants, mais ça, les résultats seront attendus dans plusieurs années. Une immigration contrôlée, une immigration de travail, sans regroupement familial,
avec des contrats de travail qui, dès qu'ils s'achèvent, provoquent le retour chez lui, voilà, la responsabilisation des entrepreneurs et et puis, heu et puis donc la robotisation. C'est voilà et c'est le chemin que prend la Russie. C'est le chemin que prend la Russie et c'est ça mais ce que je veux dire, c'est que si demain la guerre s'arrête, le problème principal économique de la Russie, qui est la pénurie de main-d'œuvre, va même s'aggraver. Parce que si la guerre s'arrête, comme le dit très bien le Premier ministre slovaque, Fico, si la guerre s'arrête, ils se casseront les jambes pour aller courir vers la Russie et racheter, du pétrole et du gaz russe. C'est ce qu'a dit même Magyar, et tout le monde, les chefs d'État d'Europe de l'Est sont beaucoup plus lucides et Ouais. donc les sociétés étrangères vont revenir investir. Donc il va y avoir encore un boom économique qui va s'additionner à celui qui existe déjà et il y aura un problème énorme de main-d'œuvre. Énorme de main-d'œuvre. Parce que, mais la Russie, du point de vue énergétique, elle a tout. Le pays le plus riche du monde. Elle récupère de l'Ukraine, ce qui compte le plus, c'est-à-dire, les mines qui sont essentiellement, dans le Donbass, les ports. La mer d'Azov est totalement contrôlée par la Russie. D'après mes calculs, ils ont récupéré 35 000 km² de terre arable, au Tchernozem. Ce qui restera de l'Ukraine, qui sera pris en charge par Nicolas qui paie, il y aura pas grand-chose. Il y aura pas grand-chose, le plan de voler, non, c'est donc voilà, donc on va avoir non, l'avenir pour la Russie est plutôt radieux, hein, et en plus, c'est la victoire militaire. La victoire militaire, ça donne, confiance à une génération en soi. Il y a une espèce de renouvellement du sacrifice de la Seconde Guerre mondiale qui va marquer une génération. Moi, je vois la génération de mon fils aîné. Il y a une certaine gravité dans les considérations par rapport au monde, parce qu'ils ont un père ils ont le père d'un des amis de mon fils qui est parti à la guerre. Il y en a qui sont morts, etc. Donc, ça fait une génération sérieuse et pas futile, malgré les nouvelles technologies. Donc, non, je suis plutôt optimiste pour l'avenir de la Russie, même franchement optimiste pour l'avenir de la Russie. Alors, 2 questions pour terminer peut-être, cet entretien, Xavier. D'abord, on annonce donc, l'ensemble de ces candidats à l'élection présidentielle venir en Ukraine. Alors est-ce que le consul, de France à Moscou va recevoir est-ce que vous pensez qu'il faudrait que, bien, les candidats, là, par exemple, souverainistes qui s'annoncent à l'élection présidentielle, viennent en Russie, justement, pour montrer, par exemple, sur le plan énergétique, qu'il y a une alternative à la politique suicidaire de la France? Et est-ce que vous les accueillerez avec plaisir? Ah oui, oui, bien sûr, de toute manière, tout ce qui peut provoquer le rapprochement franco-russe. Je pense aussi, c'est ça qui est important, c'est que je suis quelqu'un quand même d'assez connu en Russie. J'ai pas pu j'étais invité chez, Solovyov ce soir, je peux pas y aller parce qu'on fait notre petite fête pour notre victoire. Mmh. Donc je suis quelqu'un qui est connu. Donc le fait que les Français de Russie et de Biélorussie m'aient choisi, c'est aussi un signe vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des autorités russes. Et regardez, on aime le pays dans lequel on est et on n'hésite pas à voter pour quelqu'un qui pourtant est sous sanction. Mais et encore une fois, il faut avoir un peu de recul vis-à-vis des événements. Parce que tôt ou tard, la Russie va l'emporter. Les sociétés françaises, d'ailleurs, toutes ne sont pas parties, vont commencer à revenir et on aura tout à reconstruire dans cette relation de confiance. Et de ce que j'observe, moi, depuis 26 ans que je suis en Russie, c'est que au début, ça s'appelait la Chambre de commerce. Là, ça s'appelait le Club France, qui avait été monté par Emmanuel Kiday. Aujourd'hui, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont eux qui ont fait la meilleure diplomatie depuis 26 ans. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même quand on était mal représenté, que le ministère des Affaires étrangères faisait n'importe quoi. Moi, je suis arrivé en Russie, c'était Jospin, le Premier ministre. Comme me le disait un de mes amis à l'époque, il m'a dit il fait sa politique étrangère en lisant Le Monde, après avoir lu Le Monde, l'article anti-russe sur la guerre en Tchétchénie. Mais quoi qu'il arrive, à l'époque, c'était le Club France, existait, et puis les entrepreneurs, les grandes sociétés françaises qui s'installaient s'y retrouvaient et discutaient ensemble. Et les Russes, Poutine recevait une fois par an les patrons des grandes boîtes françaises présentes en Russie.
Donc c'était vraiment, et je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils sont encore assez discrets, mais je pense qu'aussitôt que la guerre sera terminée, si en plus il y a un changement de régime, alors, faudrait voir qui, mais parmi les grands candidats. Mais si on regarde, on retire la politique intérieure. Par exemple, si Jean-Luc Mélenchon était élu, ce serait une catastrophe pour la France, mais pour les relations étrangères, il a dit qu'il sortait de l'OTAN. Il est évident qu'il y aura un rapprochement, entre la France et la Russie. Et là, des gens comme moi qui sont prépositionnés avec une responsabilité publique auront un rôle important à jouer. Et j'ai pas l'intention de me disputer avec les représentants des autorités françaises. D'autant plus que, je dois le dire, j'ai été très bien traité, de manière tout à fait convenable, comme les autres candidats, quand il a fallu enregistrer la liste, etc., etc. J'ai apprécié. Donc, je vais jouer le jeu et de toute manière, bon, Macron, c'est une petite séquence dans une immense histoire de 1500 ans. C'est sûr que si vous faites commencer l'histoire de France en mai 68 ou en 1940, bon, bah, vous vous dites, tous les épisodes qui sont succédés, à part les 11 ans avec le général de Gaulle, sont catastrophiques. Mais si vous mettez notre lente construction nationale, notre natiogénèse sur 1500 ans, bon, bah, finalement, Macron, les 10 ans de Macron, tout le monde les aura oubliés. Et tout le monde les a déjà oubliés. De toute manière, aujourd'hui, la Russie, la Chine ne prêtent plus attention à ce que dit Emmanuel Macron. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent absolument. Donc, il y aura, comment dirais-je, il y aura des choses à jouer. On ne sait jamais. Alors, si c'est Jordan Bardella, ce sera une catastrophe. Mais si Marine Le Pen est éligible et qu'elle est élue, elle est quand même, elle sait s'entourer. Donc, je pense que la situation aussi pourrait s'améliorer entre nos deux pays. Et là aussi, évidemment, que le retour encore une fois, du business, le retour d'une relation apaisée entre la France et la Russie se produira et on aura tous notre rôle à jouer, incontestablement. Voilà. Dernière question, Xavier. Donc, vous nous dites que vous allez prochainement venir en France et faire une tournée. Alors, quels sont les risques? Puisque je le lis dans le chat, les gens ont peur qu'on vous envoie en prison directement. Il y a un risque de ce type aujourd'hui si vous franchissez justement les frontières. Est-ce qu'on vous les laissera franchir d'ailleurs? Alors, ils peuvent pas. Il n'y a pas de bannissement. Donc, en France, donc ils peuvent pas m'empêcher de revenir en France. Ce que je peux pas faire, c'est passer. Je peux pas venir en voiture en passant par la Pologne, par exemple. Les Polonais me laisseront pas rentrer. Ils sont chez eux. C'est leur droit le plus souverain, mais on peut pas m'empêcher de rentrer chez moi. Après, encore une fois, si on était dans un pays normal, dans une démocratie avec un minimum de règles, de lois, parce qu'en fait, c'est ça, ils opposent la règle à la loi. En fait, c'est ce qu'ils font désormais du point de vue international et du point de vue national. En fait, je ne risque rien. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas été condamné. Les sanctions sont une condamnation sans tribunal. C'est pour ça que j'ai pu me présenter. Si j'avais été condamné, j'aurais perdu mes droits civiques. Je les ai pas perdus. En principe, je dois même être rétribué par l'État qui a gelé mes comptes. Vous voyez, donc on en est là. Tout ça, je vais le découvrir petit à petit. Je vous tiendrai au courant. Je publierai là-dessus de ce moment, le moment Kafka, ça va s'appeler. Et donc, donc en principe, il ne peut rien m'arriver à part être interrogé pendant une demi-heure, 1 heure, mais je l'étais déjà avant, puisque je suis fichier S. Et donc, en principe, rien. Mais comme l'arbitraire est total, ils peuvent très bien inventer une raison. Par exemple, vous avez les gens des SOS Donbass qui sont toujours en prison. Oui. J'aimerais bien savoir pourquoi. Donc effectivement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Mais il y a un moment ou un autre, ce que je disais, bon, bah, il faut quand même arrêter de penser qu'à soi et penser pour la nation, quoi. Donc, je prendrai ce risque. C'est pas Jean-Noël Barrot qui va m'empêcher de rentrer chez moi. C'est pas Jean-Noël Barrot qui va m'empêcher de rentrer chez moi. Et j'ai la chance d'avoir ma famille à l'abri ici, donc même s'ils ont, en me mettant sous sanction, en gelant mes fonds, etc., ça a porté un coup à ma famille, hein, ça a été dur, mais finalement on a tenu et on a des tas de gens qui nous soutiennent.
Et donc, c'est aussi vis-à-vis de ces gens-là. Et les gens, un jour, je le raconterai, mais il y a des gens qui m'ont soutenu de manière assez incroyable. Et c'est vis-à-vis de ces gens-là que je dois d'avancer, de défier le régime. Donc, oui, je vais défier le régime. Je vais revenir en France en septembre et ce sera un défi que je Oui, lancerai c'est un défi. Mais Exactement. vous y serez aussi en tant qu'autorité de l'État en Russie. Fidèle au poste. Voilà. Ce sont d'ailleurs la question se posait, hein, je ne veux pas être indiscret, mais s'il y avait des rémunérations dans ce type de poste et comment ils allaient faire pour vous rémunérer puisqu'ils vous ont sanctionné par ailleurs. Ça, Je sais savez pas, pas. c'est pas mon problème, c'est le leur. Ouais, c'est le leur, ouais. C'est le leur. Donc, Tout à fait. ça sera le moment Kafka. On va voir ce que ça va. Ouais, le moment Kafka, ouais. Ouais, absolument.